culture. Ce matin, panorama du riche patrimoine culturel des chefferies traditionnelles du Mbam. Avec un chercheur passionné de cette thématique, il s'agit de Aimé Eroko Azinchem, universitaire camerounais basé en Afrique du Sud, qui séjourne en ce moment au pays et rencontré par Joseph René Tsopné. Armand Aimé Eroko Azinchem, bonjour et bienvenue sur le poste national de la CRTV. Bonjour à vous. Vous êtes chercheur scientifique, vous résidez en Afrique du Sud et vous êtes au Cameroun, ça va faire quelques temps seulement. Comment on se sent de retour au pays natal? Ça a toujours été une joie pour moi de revenir. Disons que c'est chaque 2 ans que je reviens toujours au pays puisque je fais des travaux scientifiques dans des universités sud-africaines. Comme d'habitude, j'aime toujours travailler avec des traditions bamoises et ceci m'a poussé à créer une plateforme sur Facebook qu'on appelle Tribune de l'Histoire Collective Bamoise, et c'est ainsi que chaque 2 ans, je viens me ressourcer auprès de nos archives qui se trouvent dans le département du Mbam et Inobo pour avoir d'amples informations. Et aussi, dans la même lancée, j'ai eu une autorisation pour numériser ces archives et la numérisation se porte bien à l'heure actuelle. Vous avez bien fait de planter le décor de cette façon parce qu'avec vous, nous allons questionner la genèse des chefferies traditionnelles dans le Mbam, et je profite justement pour vous poser d'entrée de jeu la question de savoir est-ce que on peut cartographier les chefferies traditionnelles dans le département du Mbam. Ok, les chefferies traditionnelles dans le département du Mbam se portent très bien parce que nous avons la chefferie du premier degré où nous avons les chefferies supérieures, par exemple la chefferie supérieure de Yoko Lente dans le département du Mbam et Kim, la chefferie supérieure des Yambassa dans le Mbam et Inobo, la chefferie supérieure des Bafia dans le Mbam et Inobo. Alors, comme genèse, nous allons parler de l'origine même des chefferies dans le Mbam. Pour parler des chefferies dans le Mbam, on doit se référer d'abord aux familles. Parce que si nous avons une famille A, une autre famille B, une autre famille C, nous avons 3 familles. Chaque famille donnera des sous-familles. C'est à l'intérieur dans des familles qu'on trouvera des chefs de famille. Et vous allez voir par exemple dans le village Moukor qui se trouve dans le Mbam et Inobo, personne ne peut prendre pour épouse une femme de là-bas. Pourquoi? Parce qu'on vient du même rejeton. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à... Vous avez le même sang, comme on a le même sang, mais nous sommes là dans un village, on ne peut pas prendre une femme pour épouse. Et c'est pour cela que je dis, il y avait des familles, et là on a trouvé un chef de famille qui demain peut devenir un chef de village, plus tard un chef de canton, ou même, pourquoi pas, chef supérieur comme Datan. Il y a eu des modifications qui sont survenues avec le temps. Ces modifications-là, à ce jour, quelles sont-elles? Bien, la première modification date des années 1884 à 1914, parce que disons que ça c'est la période allemande au Cameroun. Et si je regarde même très bien cette genèse, nous allons voir que la modification est venue plus tard le 4 février 1934, où on appelait des chefferies indigènes. Alors, c'est plus tard, le 15 juillet 1975, que on a réhabilité en chefferie traditionnelle. Donc, nous étions dans les chefferies indigènes. De 1884 à 1914, nous étions dans l'indigénat. Et dans cet indigénat, le colon allemand voulait des auxiliaires pour transmettre le message. Et ce qui fait en sorte que on ne va plus parler de famille comme dans la Genèse. Maintenant, on va choisir un interlocuteur n'importe où et venir vous imposer pour juste aider le colon à mieux nous assujettir. Voilà la première modification. Alors, lorsque les Français prennent maintenant les règnes, nous sommes maintenant sous la colonisation, sous protectorat, la France maintenant change les pro-allemands. Par exemple, si nous regardons dans le Mbam et Inobo, particulièrement à Bafia, nous allons voir que c'est dans le village Guifé que était le quartier général des Allemands. Alors les Français viennent maintenant au plateau Macha qui se trouve au centre-ville de Bafia. Ils ont changé l'emplacement et ceci montre qu'ils vont aussi changer des chefs. Ils changent l'emplacement, ils changent également les auxiliaires. Des auxiliaires. Et ceci crée maintenant encore un autre mouvement, ce qui fait en sorte qu'ils ont juste calqué le modèle allemand, mais tout en changeant des personnages qui devront servir comme auxiliaires. Et maintenant, lorsque le Cameroun prend l'indépendance,
Alors, en 1975, comme je l'ai bien mentionné, nous entrons dans la chefferie traditionnelle. Et là, on divise ces chefferies en 3 types. Chefferie supérieure, c'est-à-dire chefferie du premier degré, là où on peut avoir des sultanats, on peut aussi avoir des lamidas. Bon, dans le centre, plus particulièrement dans l'Ombam, on a des chefferies supérieures, comme la chefferie supérieure des Yambassa, dans l'Ombam et Inubo, la chefferie supérieure des Bafia, dans l'Ombam et Inubo, et la chefferie supérieure des Yoko Lente, dans l'Ombam et Kim. Et nous avons aussi la chefferie supérieure des Baveux, des Sananga et assimilés, qui se trouvent aussi dans l'Ombam et Kim. Donc nous avons des chefferies de premier degré. Aussi, nous avons des cantonats, c'est-à-dire chefferies du second degré dans l'Ombam et Inubo. Hormis ces modifications structurelles qui ont été effectuées au sein de ces chefferies traditionnelles, est-ce qu'il y a eu un impact sur le mode de vie des populations? Bien sûr. Je pense que l'administration camerounaise est revenue sur la jeunesse. Parce que si nous regardons comment les chefferies traditionnelles aujourd'hui se comportent dans le Mbam particulièrement, nous voyons que l'administration camerounaise a vraiment mis l'emphase sur les familles. Ça veut dire, après le père, c'est le fils et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on arrive à identifier très facilement nos chefferies et même la population. Si vous êtes dirigé par un membre de votre famille, alors il y aura un développement. Par exemple, quand vous regardez dans le village Rebanga, nous avons Kodiri, par exemple, le comité de développement de Rebanga. Et c'est un fils de Rebanga qui est là. Si nous regardons par exemple à Moko, Kodem, c'est le comité de développement du village Moko. C'est un fils qui est là. Vous voyez que même l'administration a mis l'emphase sur les liens de sang. On pourrait éventuellement se poser la question de savoir si ces modifications sur le plan structurel n'ont pas un tout petit peu impacté également le fonctionnement au niveau des us, des coutumes et des traditions même de ces chefferies. Oh, les traditions sont restées les mêmes, malgré le modernisme. Et imaginez-vous un instant où on met une personne de votre famille pour diriger. La personne va utiliser vos us et coutumes. Or, si un étranger est là pour vous diriger, la personne ne maîtrisera pas et la personne va biaiser certaines règles. Alors moi je pense que avec la restauration de nos us et coutumes, beaucoup de choses ont évolué. Et vous voyez, avec notre constitution, on a parlé de multiculturalisme. Oui. Parce que on sait que un monsieur de village Moko peut facilement prendre une fille de Kiki. Et là, il y a un maillage de culture. Et il faut essayer de réguler tout ça. Voilà pourquoi je pense que jusqu'à ce jour, l'administration camerounaise fait du bon travail. Pouvez-vous nous conter le récit de quelques chefs traditionnels qui ont exercé dans le Mbam? Nous allons juste toucher quelques chefs, des figures emblématiques. Comme figure emblématique, nous allons commencer dans la chefferie supérieure des Bafia. Nous avions eu un chef qui est né vers 1885. Le nom c'est Sa Majesté El Hadj Maatian Anon Mohamed. Le nom Mohamed vient du fait qu'il s'est islamisé. Et comment s'est-il islamisé? En fait, Maatian Anon Mohamed n'est pas né dans une chefferie. En fait, il est né d'un père qui était chasseur et maintenant son papa, comme il était proche de la classe des chefs, alors on a initié son fils et c'est à 36 ans qu'il se révèle comme un chef. Donc lui-même, il s'est auto-proclamé chef. Le colon étant fier de voir un zélé qui peut diriger des gens, il a été élevé au rang de chef. Maatian, lorsqu'il tombe malade, il se renseigne et c'est le Lamido de Tibati qui envoie un de ses guérisseurs pour trouver Maatian. Alors celui-là guérit Maatian et Maatian lui posa la question: comment ai-je trouvé la guérison? Et c'est là où ce guérisseur lui dit: ta guérison vient d'Allah. Alors il dit que cet Allah soit répandu dans tout l'Ombam. Et c'est comme ça qu'on a créé des maisons coraniques, des mosquées, ainsi de suite. Malgré qu'il y a eu quelques frustrations parce qu'il y avait certains chefs aussi qui ne voulaient pas. Qui étaient hostiles à la religion musulmane. Voilà, parce qu'on a maintenant mis de côté nos valeurs traditionnelles. Alors Maatian a balayé tout ça pour mettre le Coran en valeur. Et voilà pourquoi Maatian est une figure emblématique, parce qu'avec Maatian, nous avons eu aussi beaucoup de développement malgré les frustrations, parce qu'il fallait toujours donner main forte aux colons. Par exemple, pour les travaux de chemin de fer, on venait demander des personnes, ça faisait contre votre gré, des mariages forcés, la brimade et tout ceci. Mais pour nous, Maatian reste une figure emblématique qui est décédée à la Mecque le 6 octobre 1949 d'après l'ambassade de France à Jeddah.
Est-ce que à ce jour, on peut avoir un chiffre exact du nombre de chefferies traditionnelles dans le Mbam? Bon, à présent, je n'ai pas fait une profonde recherche, mais j'ai eu à télécharger le document en provenance du ministère de l'administration territoriale et j'ai vu, il y en a plusieurs. Mais je me dis aussi, parce que moi je vais sur le terrain, il n'y a que des plaques aussi. Parce que vous pouvez voir une plaque dans le Mbam, chefferie supérieure, mais si vous allez, en fait, il n'y a même pas de chef. Pourquoi? Parce que lorsque je vois certains noms, il y a ceux qui sont déjà décédés. Et qui n'ont pas encore été remplacés. Et ils n'ont pas encore été remplacés. Est-ce que nous devons compter ces personnes? Donc, le chiffre exact, je ne pense pas que nous pouvons publier à l'heure actuelle parce que les noms qui sont là, ce sont des noms, par exemple, de 1992. Et nous sommes aujourd'hui en 2020. Donc, je pense qu'il faut faire une mise à jour pour savoir vraiment le nombre exact et des personnes physiques. Il ne faudrait pas qu'on mette aussi un nom alors que ce n'est pas réellement la personne. Armand Aimé Eroko Azichem, vous êtes chercheur scientifique, vous résidez en Afrique du Sud. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ok, c'est moi qui vous remercie et je vous promets d'y revenir